Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois David Broman. Bonjour David, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Bon, écoute, on est en forme, j'espère qu'on va avoir un bel échange par rapport à toi. Donc, tu es le fondateur de l'agence Broman & K, voilà, spécialisée sur la vente de l'immobilier concernant le neuf, si je ne me trompe pas. On va aborder plusieurs sujets aussi avec toi. On a parlé aussi en off du fait que ton souhait, c'est notamment aussi de faire de la France une nation de propriétaires. Alors, c'est un sujet qui a pas mal titillé ma curiosité et aussi, figure-toi, la curiosité de certains membres du club, auxquels j'avais dit que j'allais t'interviewer ce matin par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais simplement, pour nos auditeurs, te présenter aussi un petit peu et mettre un petit peu en perspective ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé aujourd'hui à développer cette agence ? Ouais, avec plaisir. Déjà, encore merci pour l'invitation. Contrairement à tous mes confrères et peut-être à tous les membres du vestiaire de l'immobilier, etc., moi, je ne suis pas du tout animé par l'immobilier. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me fait chier. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que quand il y a un article qui sort sur l'immobilier, je ne vais pas le lire le week-end. Je prends du temps sur mon temps de travail pour le lire parce que je considère que c'est un travail. Pour moi, l'immobilier, c'est un moyen. C'est un moyen de se protéger. C'est un moyen d'avoir une retraite. C'est un moyen d'épargner obligatoirement. Et c'est ça qui m'anime. Et donc, moi, je n'ai pas l'impression de faire de l'immobilier. J'ai l'impression de faire une mission sociale et entrepreneuriale. Et c'est comme ça que j'aborde mon métier. Et donc, c'est peut-être ma différence avec d'autres. Voilà, je ne suis pas animé par une visite d'un bien extraordinaire. Mais moi, ce qui m'enchante vraiment, c'est quand j'arrive à convaincre. Quand on vend un appart à monsieur Martin et qu'on lui vend un 3 pièces à Orléans, lui, il ne le sait pas encore, mais on a changé sa vie. Mais il ne le sait pas. Il le saura dans 15 ans, dans 20 ans. Oui. Et c'est ça qui m'anime. Voilà. Et c'est pour ça que ma mission, faire de la France une nation de propriétaires, je ne suis pas crédule. Je sais que je ne vais pas réussir à faire de la France une nation de propriétaires. Oui. Mais c'est ma mission, elle est vraiment au fond de mon bide. De dire que ta retraite, c'est pas dans la rue, c'est dans la pierre, c'était pas pour manquer de respect aux gens qui manifestent. C'était pour leur dire, ça ne va pas changer. Voilà, ce qui va faire en sorte que tu aies une retraite, c'est toi. C'est pas les types qui foutent leur tête sur des affiches. Voilà, c'était ça mon message. Ça commence fort, mais j'aime bien ces prises de parole, c'est clair, c'est précis. Quel a été ton premier but en essayant justement de développer toute cette partie immobilière, notamment sur... Est-ce que tu as commencé par le neuf ou est-ce que d'abord tu as fait un petit peu autre chose ? Avant, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé justement à ça aujourd'hui. Alors, j'ai eu 2 expériences qui m'ont amené à l'immobilier et à l'immobilier neuf. La première, c'est un stage de 3e où j'ai fait un stage dans une agence de Guy Hockey. Et je me souviens avoir dit à ma mère après, bon, au moins je suis sûr que je ferai jamais d'immobilier dans ma vie. Et genre vraiment, j'étais sûr de ça. Je trouvais que c'était l'ancien monde, quoi. On appelait des gens sur le Bon Coin et sur le PAP pour choper un mandat, mais eux, ils communiquaient moins cher sur le... Bref, et je me disais, mais ça va pas, quoi, tu vois, ça marche pas. Et il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai eu un oncle qui a une très très grande fortune et qui a tout perdu. Et je me suis dit qu'il fallait absolument pas un métier avec un effet de mode. Je voulais pas travailler dans l'optique ou dans les DVD ou dans les trucs parce que c'est des choses qui évoluent. Et donc, j'ai pris tout simplement la pyramide de Maslow et j'ai dit... moi, je suis un mec moyen. Je suis pas bon. Tu sais, il y a des types, je sais pas si toi, tu es comme ça, on se connaît pas hyper bien, mais il y a des types, tu leur expliques un truc, ils pigent direct. Oui, moi, c'est pas le cas. Moi, je sais que je suis moyen. Donc, je voulais être moyen dans un secteur où on gagne un peu bien sa vie et dans lequel je pourrais avoir ce qu'on appelle du repeat si j'étais bon. Et je sais que je suis un moyen, mais un bon gars. Et donc, j'allais avoir du repeat. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. Tu as eu une première expérience, notamment chez Guy Hockey.
Ouais, et après, l'expérience d'un mec de troisième. Tout à fait. Et après, mon beau-frère faisait de l'immobilier, de manière globale, ancien, neuf, etc. Et ensuite, on s'est un peu plus focus sur le neuf parce que je suis passionné d'entrepreneuriat et le neuf, c'est pour moi le seul moyen de scaler, d'une part. Oui. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que le neuf, c'est patriote. Oui. Et moi, je suis patriote. C'est-à-dire que quand monsieur Machin vend un appart à monsieur Machin, il y a les deux qui s'enrichissent. Mais quand on achète un appart à Vinci, il y a 90% du prix de l'appart qui reste en France, qui tourne, qui fait marcher l'économie réelle. Et donc, je me suis dit, d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue de mes valeurs, ça match, tu vois. Quand toi, tu te casses la tête dans l'ancien à choper le mandat d'un appart, moi, je me casse pareil la tête, mais pour choper un immeuble. Et donc forcément, c'est mieux. Voilà pourquoi j'ai fait le choix du neuf. Et je ne suis pas du tout dans la guéguerre neuf ancien. Moi, dans mon patrimoine, j'ai du neuf, j'ai de l'ancien. Je trouve que tout est bien. C'est comme si tu me demandais si je préfère les blondes ou les brunes. Bah, ça dépend. Enfin, tu vois, oui, tout à fait. Non, mais je suis aligné aussi avec ce que tu dis. Alors là, tu viens d'aborder, tu parles de toute la partie notamment scalée, ce qu'on pourrait appeler un peu des économies d'échelle, un peu sur le sujet. C'est un terme aussi qui fait beaucoup référence à ce qu'on a aussi sur la partie digitale, sur du SaaS aussi, tous ces logiciels qu'on voit beaucoup, où il y a ce côté scalabilité. Moi, j'aimerais savoir, concrètement, on parle d'immobilier neuf, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui pour scaler ? Parce que c'est ton objectif, finalement, par rapport à ça. Comment on s'y prend ? Comment est-ce que ça fonctionne pour arriver à faire ça ? Je suppose qu'il n'y a pas forcément de recette magique par rapport à ça, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ta philosophie derrière ça, le fait de scaler sur du neuf ? Écoute, nous déjà, on pourrait presque nous considérer comme une boîte tech. L'IMO est une industrie très traditionnaliste, avant qu'il y ait un changement. Voilà, et il se passe beaucoup de temps. Je ne veux pas utiliser le mot que nous, on disrupte le marché. C'est pas ça. C'est vraiment pas le cas. C'est juste que on automatise, on a énormément de tech, mais il n'y a rien qui remplace l'humain. Tu as compris ma vision de la France, une nation de propriétaires. Je sais que, encore une fois, le même monsieur Martin à Orléans, il ne peut pas acheter en parlant en IA. Donc, c'est pas du tout ça, mon truc. Mais par contre, la data est primordiale. Et donc, nous, on a toute la data réunie. On a des outils d'intelligence artificielle sur l'analyse. Je te donne un exemple parmi tant d'autres. Et si tu en veux plus, je t'en donnerai plus. Par exemple, chacun de mes commerciaux reçoit une fois par semaine la météo. La météo, c'est de relever toutes les anomalies du marché en fonction de la demande qu'il y a sur une ville. Donc, comme nous, on travaille sur toute la France, on sait qu'à un moment, Poitiers apparaît, on ne sait pas pourquoi, il y a une anomalie. Okay, cette anomalie, c'est qu'il y a plus de demandes que d'hab. Et qu'il y a moins d'offres que d'habitude. Et bien, nous, on va mettre toute patate sur Poitiers. Voilà un des exemples. Mais on en a plein. Tu vois, on est par exemple la seule agence de France, je le dis maintenant, mais je sais que ça ne va plus être le cas bientôt. Oui. On est la seule à proposer, ça va te paraître con, mais des plans 3D sur tous les biens. Les plans 3D, ça coûte très cher. Les promoteurs, ils donnent les plans 3D après l'achat. C'est pour asseoir la vente qu'ils le font. Nous, on est les seuls à le faire pour la prise de décision. Voilà. Mais j'en ai plein. Tu sais, l'année dernière, on a dépensé 1 million dans les outils. Donc, t'imagines qu'on en a, quoi. De la recherche, de la R&D, tout ça. Exactement. Donc, t'imagines qu'on a des outils, tu vois. Même, par exemple, la visio, tu sais, dans le neuf, on vend beaucoup en visio. Oui. Moi, je me suis dit, putain, mais comment je vais me démarquer de mes concurrents qui sont géniaux. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je les embrasse tous. Non, mais vraiment, vraiment, ils sont tous géniaux. Comment on va faire pour se démarquer d'eux ? Puisqu'on est tous devant notre Google Meet là à faire le visio. Bon, nous, dans chacun de nos bureaux, on a créé un studio télé. Et en fait, ça nous permet de jamais perdre le contact visuel avec notre client. Et on a créé comme une salle météo. Tu vois le type qui fait la météo ? Tout à fait, en fait, nous, c'est exactement pareil. Donc, il y a toujours le contact, mais le commercial est debout. Et il y a un écran vert derrière et c'est là qu'il fait sa présentation. C'est des petits détails comme ça. Ils ne font pas tous la différence. Mais tu sais, c'est comme la purée de Joël Robuchon, quoi. Il y a du lait, il y a du beurre, il y a des pommes de terre. Tu sais pas pourquoi lui c'est bon et toi c'est dégueu. Bon, c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui, j'espère, feront que ça marchera. Oui, finalement, on revient à un élément central. On a de la data.
on la traite, et après c'est vrai qu'on s'en sert pour prendre une décision. Et je suis d'accord avec toi, moi je viens de tout l'univers aussi digital avec ce côté aussi un petit peu tech, aussi industrie. On voit que l'immobilier est en retard par rapport à ça. Nous on le constate typiquement, ne serait-ce que sur les logiciels métiers qu'on utilise dans le cadre des agences immobilières. Moi, je suis surpris des fois de certaines réponses qu'on obtient pour mettre en place des solutions. Voilà, ça prend plus de temps. Et c'est vrai que c'est un marché aussi qui, je pense aussi sur ces sujets, avance plus lentement. Il y a une maturité qui est moins rapide, un peu par rapport à ça. J'espère que ça va avancer dans le bon sens parce qu'on a un retard aussi. Moi, je compare souvent aussi ce qui se passe un peu aux États-Unis sur l'immobilier et ce qui se passe en France. On a l'impression parfois que ce n'est pas le même monde. Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir une société. Enfin, je ne sais pas si j'ai la chance parce que je suis en train de me planter complètement là-bas, mais j'ai une société aux États-Unis depuis un peu moins d'une dizaine d'années, une société d'IMO. Et en effet, c'est deux mondes complètement différents, mais même dans l'approche, même dans le métier d'agent immobilier, même dans la façon de faire, même dans le partage des biens, ce truc de mandat exclusif qu'on a ici, c'est une connerie sans nom, mais voilà. Donc oui, en effet, on a un peu de retard, mais on a plus d'expérience par contre. On va parler un petit peu du marché. Aujourd'hui, l'immobilier est quand même... bon, toi, tu travailles aussi avec des promoteurs, tu fais de la commercialisation... C'est quand même une situation aujourd'hui qui est inédite, qu'on constate. C'est compliqué. Nous, on le voit au quotidien avec les gens qu'on côtoie sur ces sujets. Par rapport à ce que tu fais, qu'est-ce que tu perçois comme grande transformation à venir ? Tu me parles du neuf ou de l'IMO ? Alors, on peut l'avoir sur le prisme neuf. Alors, on peut faire de l'IMO en premier, si tu veux, peut-être les tendances que tu vois sur l'IMO. Et après, on peut avoir une granularité sur le neuf. Ça pourrait être bien. Écoute, la tendance de marché que je vois sur l'immobilier, de manière générale, et c'est malheureux à dire, je trouve qu'elle est très, 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 très dépendante des politiques qu'on va choisir. Et c'est incroyable. Tu vois, on a depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a le taux de propriétaires qui a chuté en France. On est passé de, je crois, alors, pas dire de conneries, c'est écrit sur ma plaquette de présentation en plus, tu vois, putain, c'est pas bien, mais je crois qu'on est passé de genre 57 à 43, quelque chose comme ça. C'est pas grave, ça fait pas de Macron quelqu'un de mauvais, c'est juste que lui, c'était pas sa volonté de développer ce truc-là. Et moi, ça me fait très peur parce que je pense vraiment que l'immobilier doit être l'actif premier des Français, tu vois. Et donc, c'est pour ça que sur l'IMO, de manière générale, j'ai du mal à avoir une perspective parce que si Mélenchon passe, si Marine Le Pen passe, si Édouard Philippe passe, si je ne vais pas tous les citer parce que je ne connais pas tous, voilà, mais c'est ça qui va diriger le marché immobilier français. Et ça, c'est incroyable et c'est ça qui me fait flipper. Donc, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Sur le marché immobilier global, la seule chose que je m'emploie moi à faire, c'est à faire comprendre à quel point c'est important. Sur le neuf, en revanche, je crois que c'est un marché qui va énormément se professionnaliser, qu'il n'y aura plus de petites agences immobilières dans le neuf, qui va avoir 5, 6, 7, peut-être 10 gros acteurs, que la commission sera divisée de moitié et que ça sera un vrai partenariat plutôt qu'un océan rouge rempli de requins comme c'est aujourd'hui. Donc je pense que c'est un marché qui va se professionnaliser et j'espère être le leader de ce marché. Si maintenant on essaie un peu de se projeter à long terme, c'est compliqué sur l'immobilier, tu l'as dit, il y a beaucoup d'aléas notamment et aussi la partie réglementation qui joue beaucoup sur tout ce qui est le côté programmatique, bien évidemment aussi par rapport à ça. Si on essaie quand même de faire ce petit exercice, on est en 2050, à quoi plutôt pourrait ressembler une agence de commercialisation comme toi qui fait du neuf. Alors, tu as déjà donné quelques éléments de différenciation sur le côté l'aide, notamment sur la prise de décision, l'avant-vente. Si maintenant, on essaie d'aller un peu plus loin, à quoi ça peut ressembler ? C'est marrant parce que je me pose souvent cette question. Ça m'aide à prendre des décisions pour ma vision et des directions pour la boîte. Je pense que pendant qu'on fera la découverte client, donc c'est-à-dire le premier rendez-vous avec le client, plus le client parlera et plus il y aura un système d'entonnoir qui nous dira les villes, le type de bien par lequel il peut être intéressé. Ensuite, il y aura un autre truc, c'est qu'on veut tous acheter dans un endroit où on n'a pas les moyens d'acheter. Donc, je pense qu'il y aura aussi, pareil, une intelligence artificielle qui nous permettra de dire, attention Coco, si le mec aime Saint-Germain-des-Prés, ça, normalement, il va aimer ça, ça et ça en fonction de tous les anciens acheteurs qui ont dit qu'ils aimaient Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura ce truc-là. Et ensuite, je pense que pour le neuf, il y aura un système d'hologramme. Je pense qu'on pourra tu sais, un des blocages des gens pour acheter du neuf, c'est que
ils n'ont pas le compas dans l'œil. Ils voient un séjour de 27 mètres carrés, ils se disent oh, putain, c'est hyper grand et tout. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que chez eux, ils ont déjà 27 mètres carrés. Et juste, ils n'ont jamais calculé, tu vois. Donc, il y aura un système d'hologramme. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, il y a un vendeur de neuf qui a acheté un terrain géant où il projette le plan. Ah oui. Voilà. Alors, tout le monde se dit que c'est génial, mais après, du coup, il faut que les gens viennent. Donc, c'est chiant. Et je pense que demain, il y aura un système d'hologramme, qu'on aura chacun son hologramme. C'est un peu ouf, ce que je te dis. Oui. On en a beaucoup entendu parler dans le métaverse. À un moment, on disait qu'avec un casque de réalité virtuelle, on pourrait assister au concert de Beyoncé et tout. Voilà, je pense que demain, on aura tous notre casque de réalité virtuelle comme notre iPhone. Et en fait, c'est là qu'on verra la différence. Donc, c'est-à-dire, le type se baladera dans son salon et il verra que quand il touche le mur de chez lui, en fait, dans le futur appart qu'il va acheter, il a encore de l'espace. C'est vrai que cet aspect VR, concrètement, ça améliore aussi l'expérience. Alors, comme on disait tout à l'heure aussi, l'aspect maturité. C'est vrai qu'il y a des gens, je pense, qui peut-être ne seront pas à l'aise avec ça, mais les nouvelles générations, c'est sûr, vont embrasser tout ça. Et je pense que ça sera aussi un progrès qui améliorera la prise de décision et donc la vente in fine. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le sujet. Alors tu sais, nous, le nom du podcast s'appelle Le Vestiaire. Il y a toute une analogie aussi autour de ça dans notre club, où on aime bien se retrouver. On a pas mal de gens aussi qui ont fait du sport co, et on le ressent aussi à travers les échanges. J'aimerais savoir, on a discuté un peu en off, tu as fait un petit peu de football, tout ça. Alors, j'ai rien contre les footeux, j'adore aussi, c'est un sport que j'affectionne. Est-ce que tu as un petit peu des rituels, des habitudes, des précautions particulières qui font que ça va t'aider à réussir un projet professionnel ou perso? Voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup parce qu'on a envie aussi de connaître les hommes et les femmes qui font l'immobilier en France et l'immobilier de demain. D'abord, avant de parler des rituels que j'ai remarqués qui me font réussir un projet, je tiens à dire quelque chose d'hyper important. C'est que pour un projet réussi, j'en ai 100 qui avortent. Et vraiment, ouais, mais il faut l'entendre. Il faut le dire, c'est vrai. Et parce que pour moi, c'est ça la véritable clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est il y a un échec, ok, t'es mal 2-3 jours et ensuite tu réenchaînes. Et ça, c'est peut-être le premier renseignement que je pourrais donner, tu vois. Et moi, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux, sur LinkedIn, moi, le truc sur lequel je fais attention, c'est mon intuition. Mais pas de la suivre, de la freiner. Moi, je suis un type qui aime les gens que je rencontre et je me chauffe vite. Tu vois. Et donc, en fait, la première chose que je fais aujourd'hui pour tous les projets, c'est que je calme mon intuition et je donne la due deal et je donne l'étude de cas, l'étude de marché, si tu veux, à faire à 2 personnes différentes. Et je me mets dans une position d'écoute plutôt que dans une position de prise de décision. Alors, je sais que ce n'est pas très sexy comme réponse à ta question. Mais la réalité, c'est que je me suis tellement planté qu'aujourd'hui, je prends des avis extérieurs. D'accord. Et c'est comme ça que je prends ma décision. Et ça va avec le sport co. Tu vois, je veux dire, moi, en ce moment... j'ai un cas sur mon CTO, je sais pas, bref, je dois prendre une décision. Comme tu as compris, la tech, c'est important dans ma boîte. Donc, je dois prendre une décision de genre, en gros, est-ce que je prends un CTO génial, que j'aime, etc., mais qui va être moins formé, ou alors est-ce que je prends un CTO externalisé, une super boîte, mais qui n'a pas spécialement les valeurs de la mission. Voilà. Bon, pour prendre cette décision, c'est une décision primordiale, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une décision hyper importante. Stratégique. Ouais, exactement, stratégique. Oui. Bon, moi, j'ai une intuition. Je fais appel à mon investisseur au cas de Broman & Car. Je fais appel à mon top management. Je leur mets l'étude de cas et j'écoute. Et c'est que comme ça que je prends une décision. Ok, donc il y a un aspect d'essayer de freiner un petit peu. Tu es plutôt quand même quelqu'un qui, comme tu disais, qui peut se chauffer rapidement. Donc c'est-à-dire, quand tu as des envies, quand tu as des intuitions, tu peux te projeter rapidement. Trop rapidement. Trop rapidement. J'arrive pas à distinguer, j'arrive pas à faire la différence entre mon envie et mon intuition. Et c'est un vrai problème. Non, mais ça, c'est un bon conseil. Moi, je sais aussi que je suis quelqu'un... des fois, j'ai des envies aussi. On a moins ce côté cartésien, terre à terre. D'avoir des gens aussi, bien sûr, dans son entourage qui vont nous permettre aussi de prendre la bonne décision avec un son de cloche différent. Moi, je pense que c'est hyper pertinent. Et des gens qui ne sont même pas forcément dans le domaine que tu traites toi, qui ont un avis différent.
voilà, Bien qui sûr, bien t'apporte sûr. une hauteur de vue, je dirais, sur les sujets. Parce que entreprendre, c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de gens, hein. Moi, je fais des interventions aussi auprès d'étudiants, tu vois, sur les sujets un peu autour du digital, du marketing. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être indépendant. Mais la réalité, c'est qu'après, tu es tout seul, hein, par rapport à ça. Et en plus, en France, si tu connais pas ce que tu dois faire, si tu connais pas les règles, on te les reproche juste après. Tu vois. Il faut tout savoir du premier coup, quoi. Et je sais Donc, pas si tu as remarqué, parce que tout le monde veut entreprendre, mais personne ne veut prendre de risques, par contre. oui, oui, oui. Ça veut dire que tout le monde c'est veut vrai. entreprendre en levant des fonds à des inconnus pour pas prendre de risques. Et dans la levée de fonds, ils Exactement. calculent leur salaire. Ça n'existe pas, les gars. Exactement. Ah, non, tout à fait. Non, mais je suis vraiment sur ça. Enfin, moi, c'est un sujet, je pense qu'il faut dire. Là, on en parlait aussi avec l'autre épisode qu'on a fait sur la culture de l'échec. C'est sûr que c'est un élément important, je pense. Et même quand tu as des échecs, tu apprends. Tu te relèves, et après c'est aussi bien sûr la mentalité. Ouais, Et- mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai fait un post qui avait bien marché sur la culture de l'échec où je disais qu'en ce moment j'étais un peu. On voit beaucoup de. Après un échec, j'apprends, Oui. etc. Machin, des trucs un peu bullshit, tu vois, Oui. avec une musique qui fait peur derrière. Enfin, voilà. Et tu sais, j'ai l'impression que l'échec, c'est comme les mecs, tu sais, comme les racailles qui disent je vais aller en prison, ça va me forger, quoi, tu vois. L'échec, faut l'éviter. Faut pas croire que c'est pas parce qu'on peut apprendre à travers un Tout à échec fait. qu'il faut pas en avoir peur. Et c'est important de dire. Moi, j'investis dans des boîtes, donc je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent bah vas-y, on essaye, au moins j'aurai pas de regrets. Et en fait, ils ont pas pigé qu'un échec ça peut te tuer. C'est rare ceux qui s'en relèvent. Ceux qui s'en relèvent plus fort. Mais sur 10 gars, il y en a 9 qui s'en relèvent pas. Et donc, il faut pas croire que l'échec, c'est une déception amoureuse, quoi. C'est pas du tout ça. L'échec, ça peut te mettre dedans à vie. Et j'en ai plein, moi, des exemples de mecs hyper successful qui ont fait une descente aux enfers fracassante et qui se relèvent pas, ça fait 15 piges. Donc, il faut pas... Voilà. Non, non, c'est vrai. Je partage aussi ton point de vue par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder, qui te tient à cœur, sur lequel tu aimerais peut-être remettre quelques pendules à l'heure ou aborder certains points? Non, pas remettre des pendules à l'heure. Enfin, tu sais, tu me connais, si tu me chauffes sur un truc, évidemment, Ouais. je vais te dire ce que je pense. Non, aujourd'hui, je suis un peu fier de voir que faire de la France une nation de propriétaires, ça a été repris la semaine dernière par Gérald Darmanin, qui disait que c'était sa volonté. Et je suis encore plus fier, peut-être, que ça a été repris sur le podcast Legend par François Ruffin. Ouais. Et en fait, je suis heureux de ça. Je suis heureux. J'ai l'impression, tu sais, que c'était un petit murmure, ça devient un petit bruit, et que en fait, les Français sont en train de comprendre petit à petit que si à la retraite, ils ont leur baraque payée, et qu'ils vont gagner 30% d'efforts d'épargne. Et qu'ensuite de ça, quand il leur restera 15 piges à vivre, alors on leur souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible, mais qu'il leur restera 15 ou 20 ans à vivre avec leur petite retraite, bah quand ils vendront la maison de famille, évidemment je grossis le trait, tu vois, mais quand ils vendront la maison de famille et qu'ils se prendront un petit appart avec balcon, bah ils auront tout de suite 200 ou 300 000 devant eux, en plus de leur retraite. Et ça change la vie quand tu as envie de te faire un week-end avec tes petits-enfants. Et tu sais, je veux pas faire pleurer les ménages, mais c'est ça. C'est ça le but de la vie, tu vois. Et donc ce petit murmure qui va de la gauche à la droite, enfin je sais pas si Darmanin, s'il est à droite, mais bon, bref, on s'en fout, mais voilà. Dans le paysage Moi, politique. Exactement. Ça Moi, mon infuse. job, c'est que cette petite musique-là, elle rentre dans la tête des Français. Et voilà. Et ça rejoint aussi la question de 2050. Tu vois, moi, j'adorerais que l'immobilier, ça soit considéré comme un besoin vital, comme le dit la pyramide de Maslow. Et par exemple, que ça soit interdit pour une banque de refuser un crédit pour l'achat de sa résidence principale, qui qu'on soit VTC, en CDI, en CDD ou indépendant, si on a un credit score qui est OK. Ça veut dire que si jamais tu as tout le temps payé ton loyer, tu as tout le temps remboursé tes crédits, et ben que si ton loyer c'est 800 balles et que tu l'as toujours payé ton loyer de 800 balles, et ben ça soit interdit de te refuser une mensualité de 800 € pour l'achat d'une résidence principale. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point on enrichirait, Oui. les Français s'enrichiraient. Bien sûr. Enfin, voilà. Votre loyer, les gars, c'est 30-35% de votre revenu. Si tout d'un coup tu les capitalises, je te jure, c'est mieux que le Bitcoin. Hein. Tout à fait d'accord aussi par rapport à ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas forcément le chemin qu'on prend.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'immobilier est ici beaucoup tiré aussi par les incitations fiscales, notamment, pour doper aussi un petit peu le marché, notamment sur le neuf. Moi, ce que je constate en côtoyant beaucoup de gens dans cet écosystème, je me demande, alors ça murmure, c'est très bien, hein, c'est une bonne chose, mais je me demande, est-ce que vraiment on prend la mesure, tu vois, de ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait nécessaire. Ouais, c'est sûr qu'on ne prend pas la mesure, et puis tu sais, on peut pas... Encore une fois, c'est facile de taper sur Emmanuel Macron. C'est pas du tout mon but. C'est juste il a été élu démocratiquement, et on a un président qui a travaillé dans une banque, dans les valeurs mobilières, et il nous a pas menti. Il a dit, je veux pas d'économie dormante. La seule erreur pour moi qu'il a faite, c'est qu'il s'est dit que les 50 000 sur le PEL de Monsieur Martin, Monsieur Martin les mettrait volontiers dans une start-up. Pas du tout, frérot. Genre, jamais. Et c'est ça, si tu veux, son erreur. Donc, en effet, je suis complètement pas d'accord, mais t'imagines que demain, on a un François Ruffin, un Retailleau ou un Darmanin, et il se peut que ça change, parce que eux, ils ont une vision différente. Et si demain, on a Mélenchon, il se peut que ça soit encore pire, parce qu'il va dire la propriété, c'est un truc de bourgeois. Tu vois, enfin... Et c'est pour ça que ça me dérange. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec Alain Dinin. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. J'ai la même vision que lui, il a eu pendant des années. Et on avait une discussion très, très intéressante où il me disait, tu vas te casser les dents. Arrête d'essayer de faire de la France une nation de propriétaires. Vraiment. Et il me l'a dit clairement. Et je lui ai dit, mais non, je veux pas m'arrêter. Il m'a dit, mais moi j'ai essayé, les ministres du logement, ils en ont rien à foutre, ils changent. Le ministre du logement, 3 mois après, il passe à l'agriculture. Il me dit, en gros, il s'en bat les couilles. Tu vas pas réussir. Et je lui disais, mais c'est pour ça que moi, ma communication, elle se place plutôt sur les Français, parce que je pense pas que c'est par le haut, mais je pense que c'est par le bas. Je pense que, écoute, il y a un truc dont on est sûr dans les politiques, on n'est pas sûr de leurs valeurs, on n'est pas sûr de leur vision, on n'est pas sûr de ce qu'ils veulent vraiment. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'ils veulent être élus. Donc il faut que le murmure, il vienne d'en bas. Et c'était sur ça notre discussion. Et peut-être qu'il nous écoute, et j'en profite pour l'embrasser et pour dire à quel point ce type est incroyable, quoi. Il nous faut des gens aussi qui ont des visions, hein, là-dessus. Et le neuf aussi, c'est quand même aussi beaucoup lié, notamment aussi à côté l'urbanisme, hein, donc les maires, hein, bien évidemment. Il faut des maires bâtisseurs. Il faut aussi, c'est important aussi de le rappeler. Et même, c'est même une série qu'on aimerait faire, tu vois, aussi avec le vestiaire, d'interviewer des maires. Mais bon, les maires aussi, il y a quand même ce côté, quand même, bien sûr, c'est une notion politique. Donc voilà, il y a parfois aussi un aspect un peu neutre, hein, un peu sur les sujets. Mais on a besoin, je pense, de ces profils. Et c'est important de le souligner. Mais plutôt que les maires bâtisseurs, moi j'aimerais que tu invites les maires qui bâtissent pas. D'accord. Parce que j'aimerais comprendre. Ah oui, l'argument. pour les confronter. Ouais, bien sûr. Je te jure, j'aimerais comprendre. Oui, pour connaître leur... C'est-à-dire que quand je vois par exemple le maire de Grenoble ou le maire de Lyon qui met des bâtons dans les roues aux gens qui veulent créer des bâtiments écologiques, hein, parce qu'ils sont beaucoup plus écologiquement responsables que les autres. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas en train de te dire les écolos, c'est pas bien ou quoi. J'aimerais vraiment comprendre. Je ne comprends pas pourquoi on refuse que dans ce truc-là, où il n'y a rien du tout, on crée un bâtiment de 100 logements avec 20% de social, voire plus si tu veux. J'aimerais comprendre. Moi, de ma compréhension, pour l'instant, c'est juste de l'idéologie. C'est juste, j'aime pas le type qui construit. Mais je suis presque sûr que je me trompe. Mais j'aimerais avoir leurs arguments, j'ai jamais réussi à les avoir. Mais faut lancer le projet, il faut qu'on s'en occupe avec le vestiaire, parce que c'est vraiment aussi notre objectif, d'accord, de faire aussi évoluer les choses comme toi au niveau de ce secteur. On a vraiment aussi, je pense, une mission par rapport à ça, d'éveiller aussi les gens. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources à partager, du contenu peut-être pour s'informer un petit peu sur soit ce que tu fais ou sur l'immobilier? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux auditeurs là-dessus? Sur ce que je fais, on peut me suivre sur mes réseaux et s'inscrire à notre newsletter. Mais bon, je vais pas vous mentir, la newsletter, elle reprend ce que je dis sur les réseaux, donc tu fais l'un ou tu fais l'autre, quoi. Voilà. Et sinon, pour s'informer, moi, je consulte régulièrement le vestiaire de l'immobilier, je consulte régulièrement des professionnels du secteur, mais je suis désolé, j'ai l'impression que c'est pas la réponse que tu attends, tu vois. Mais, non, il n'y a pas de bonne réponse. Non, mais voilà, en gros,
Je trouve qu'on s'informe trop et qu'on fait pas assez, tu vois. D'accord. Alors, je sais pas qui nous écoute, mais en gros, si toi qui nous écoutes, t'es un primo-investisseur ou un primo-accédant, t'as pas besoin de lire 3 livres sur comment monter sa holding si tu veux acheter un studio dans la rue d'à côté. Faisons plus et lisons un tout petit peu moins. Voilà, de l'action. Écoute David, j'ai beaucoup appris aussi avec toi, je te remercie pour tout ça. Bien évidemment, je sais que tu communiques aussi beaucoup et je te remercie aussi pour tes réponses, vraiment avec je pense une certaine honnêteté intellectuelle, c'est important, et aussi sans filtre. Voilà, on a des vraies réponses, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est Et le cas de tous aussi tes ça. invités, hein. Tout ce que j'écoute, je trouve que tu as des invités qui, j'ai pas entendu beaucoup de langue de bois. Alors, tu n'as pas fait le truc des mères encore, on verra. Mais, On verra. non, mais blague à part, Ouais, bien je sûr, trouve que tu bien as tout sûr, le temps bien des sûr, invités bien sûr. sincères. Bon, je te remercie David et je te dis à bientôt avec le vestiaire d'immobilier. Et c'est avec plaisir, avec plaisir. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet